Vous savez, ce moment où l'on passe des années à faire semblant que tout va bien juste pour préserver la paix, comme si ravaler sa douleur était moins épuisant que d'affronter la vérité en face? Eh bien, c'était ma vie pendant longtemps. J'étais celle qui acceptait tout, qui fermait les yeux, qui pensait que le silence était synonyme de force. Mais arrive un jour où même le silence hurle, et c'est exactement ce qui m'est arrivé. Je n'attendais ni justice, ni reconnaissance, ni même des excuses. Tout ce que je voulais, c'était être traitée avec un minimum de dignité. Mais cette nuit-là, dans la maison où j'ai grandi, il est devenu clair que pour eux, je n'avais jamais été qu'un détail dont on pouvait se passer. Je m'appelle Océane Durand. J'ai 39 ans. Je suis technicienne de laboratoire. Et jusqu'à récemment, je croyais qu'être une fille signifiait avoir une place assurée dans une famille. Mais ce que j'ai vu ce soir-là m'a prouvé que parfois, même avec son propre sang, il faut se battre pour exister. Tout s'est passé un samedi, en fin d'après-midi, à Annecy. La ville avait cette teinte dorée d'automne, les feuilles jonchèrent les trottoirs, l'air était humide et paisible. J'étais venue chez mon père parce qu'il m'avait invitée à un dîner familial. Ce n'était pas habituel. Depuis la mort de ma grand-mère, on se parlait à peine. Pourtant, j'y suis allée. Pas parce que j'espérais un nouveau départ, mais parce qu'une partie de moi croyait encore qu'il pourrait, d'une manière ou d'une autre, me voir comme faisant partie de tout ça. La maison était celle de mon enfance. Mais tout semblait froid, impersonnel. Ma belle-mère m'a accueillie avec ce sourire forcé qu'elle arborait toujours quand elle voulait paraître polie. Mon demi-frère, Théo, est arrivé juste après, avec son éternel blazer impeccable et cet air de celui qui connaît déjà la fin de l'histoire. Il a 4 ans de moins que moi, mais depuis sa naissance, il a toujours été traité comme l'héritier légitime. Le dîner a eu lieu dans la grande salle, celle avec le lustre ancien et les portraits de famille. Mon père était assis en bout de table, comme toujours, avec cette posture de celui qui contrôle tout et tout le monde. Conversation banale, sourires hypocrites, toast avec un vin hors de prix. Puis il a fait signe à l'avocat, assis dans un coin. « On peut commencer ?» a-t-il demandé, comme s'il s'agissait d'une simple formalité. Maître Lemoine a acquiescé, a sorti une pochette en cuir de son sac et en a tiré une enveloppe épaisse qu'il a glissée vers Théo. « Félicitations, mon fils. Tu le mérites. Tu as toujours été à mes côtés. Tu as toujours compris ce que signifie porter le nom de la famille avec sérieux. » Théo a ouvert l'enveloppe avec calme. À l'extérieur, il semblait maîtrisé. À l'intérieur, je savais qu'il exultait de fierté. Dedans, il y avait les documents de l'entreprise, de la maison familiale en Normandie, des investissements, tout. Je regardais la scène en silence, les mains sur les genoux, essayant de garder contenance. Je ne m'attendais pas à recevoir quoi que ce soit, sincèrement. Mais voir ça se dérouler sous mes yeux, avec ce mépris à peine voilé, m'a brisé de l'intérieur. Puis mon père s'est tourné vers moi. « Et toi, Océane, toujours si idéaliste, à croire que le monde est un endroit qui récompense les bonnes intentions. Tu es parti, tu as suivi ton chemin, tu as choisi d'aider les autres plutôt que de rester ici pour bâtir quelque chose de concret. Et maintenant, tu veux quoi? De la reconnaissance? » J'ai eu envie de me lever et de partir, mais je suis restée. J'ai pris une grande inspiration et j'ai demandé, à voix basse, s'il trouvait vraiment juste de m'effacer ainsi. Il a souri, pas avec les lèvres, mais avec les yeux, comme il le faisait toujours quand il voulait montrer qu'il avait déjà gagné. « Le monde n'est pas fait pour les rêveurs, Océane. Tu n'as jamais compris ça. » C'est alors que l'avocat a tout sauté discrètement. Mon père s'est tourné vers lui, visiblement agacé. « Quoi encore, Lemoine ?» Et l'avocat a répondu, avec le calme de celui qui sait qu'il va lâcher une bombe. « Il y a un codicille enregistré par Madame Madeleine Durand, votre mère. Il a été déposé il y a 6 ans, avec pour instruction de rester scellé jusqu'à ce que Mademoiselle Océane soit officiellement exclue de tout partage. » Le silence qui a suivi était plus assourdissant que n'importe quel cri. Mon père est resté figé. Ma belle-mère s'est arrêtée, la fourchette à mi-chemin de sa bouche. Théo a cessé de mâcher. « C'est ridicule, » a fini par dire mon père. Ma mère n'aurait jamais fait une chose pareille sans m'en parler. L'avocat est resté impassible. Elle en avait le droit. Elle était actionnaire majoritaire jusqu'à la fin de sa vie, et le document est parfaitement légal. Mon cœur s'est mis à battre plus fort. Je repensais à mes conversations avec ma grand-mère, à ses conseils, à ces moments où elle me disait que le monde avait besoin de gens qui prennent soin, pas seulement de ceux qui commandent. Le moine s'est tourné vers moi. « Voulez-vous que je le lise? Ou préférez-vous le faire, Mademoiselle Océane ?» Je n'ai pu qu'acquiescer. Mes mains tremblaient. « Lisez. » Et c'est à cet instant que tout a basculé. L'avocat a déplié le papier avec précaution, comme s'il savait que ce document allait changer le cours de cette soirée. Sa voix était ferme, mais empreinte de respect. « Si jamais Océane Durand est exclue du partage des biens ou de la structure de l'entreprise familiale par décision unilatérale de son père, je lui attribue immédiatement l'intégralité des droits de propriété et de contrôle sur ma part des actions de Biogrand System, y compris les droits de vote et les décisions stratégiques, ainsi que la priorité légale sur les biens sous ma garde au moment de mon décès. Cette clause prévaut sur toute réorganisation ultérieure et entre en vigueur au moment précis de l'exclusion délibérée. » Mon père est devenu écarlate.
ses doigts crispés à côté de son assiette. Ma belle-mère fixait le papier, comme si elle voulait qu'il s'enflamme. Théo, la mâchoire serrée, gardait les yeux baissés. Je ne savais pas quoi ressentir. C'était un mélange étrange de soulagement et d'incrédulité. Ma grand-mère avait fait ça pour moi. Sans me prévenir, sans rien promettre, elle avait cru en moi. L'avocat a refermé son dossier et a dit calmement « Vous pouvez contester, Monsieur Durand. Mais juridiquement, cette clause a la priorité. Ce qui signifie que, dès à présent, Mademoiselle Océane devient l'actionnaire majoritaire de Biogran. » Mon père a repoussé sa chaise en arrière, faisant grincer le marbre du sol. C'est absurde. Elle n'y connaît rien à la gestion. Elle va détruire tout ce qu'on a construit. Je me suis levée. Mon corps tremblait, mais ma voix était claire. Peut-être que je ne connais pas assez ta manière de diriger, mais je sais respecter les gens. Je sais écouter. Je sais prendre soin. Et ça, visiblement, c'est ce que tu as oublié. Il m'a fusillé du regard, les yeux plissés, comme s'il essayait encore de m'écraser. Mais ça ne marchait plus. La Océane qu'il connaissait était restée dans le passé. Théo m'a regardé et a dit, d'un ton bas mais glacial, « Tu n'as aucune idée de ce que tu fais. » Je l'ai fixé en retour et j'ai répondu sans hésiter, « Je ne suis pas venue ici pour me battre avec toi. Je veux juste faire ce qui est juste. Ça n'a jamais été une question de victoire. » Ma belle-mère s'est levée lentement et a dit, « C'est ça la famille, Océane. Tu tournes le dos à tout ça. » La famille, ai-je répété, avec un goût amer dans la bouche. C'était la famille quand vous faisiez comme si je n'existais pas, quand vous m'avez exclu des décisions, des invitations, des choix. C'était la famille quand vous avez décidé que je ne méritais pas de porter le nom Durand. Je me suis tournée vers Maître Lemoine. « Allons-y, je veux formaliser tout ce qui doit l'être. Il est grand temps. » Les papiers ont été signés là, dans un silence pesant. Mon père a refusé de dire un mot de plus. Théo a pris son manteau et est parti sans un regard en arrière. Ma belle-mère est restée immobile dans un coin, comme si elle digérait ce qui venait de se passer. Quand je suis sortie de la maison, l'air de la rue m'a semblé plus léger, comme si je venais d'enlever un manteau lourd dont j'ignorais même le poids. Mais au fond, je savais que ce n'était que le début. Le lendemain, mon nom a été officiellement ajouté au registre comme nouvelle administratrice et actionnaire majoritaire de Biogran System. J'ai franchi les portes de l'entreprise, un badge à mon nom autour du cou, sous le regard curieux des employés. Pas de célébration, pas d'accueil chaleureux. Juste des murmures dans les couloirs et des regards méfiants. La plupart ne me connaissaient que de nom, comme la fille qui était partie. La rumeur que j'avais tout pris à mon frère s'est vite répandue. Mais je ne me suis pas défendue. Pas à ce moment-là. J'ai préféré observer. J'ai passé 3 jours à arpenter l'entreprise, à discuter avec tout le monde. Techniciens, réceptionnistes, personnel d'entretien. Je voulais comprendre ce qu'il restait de ce qui, autrefois, était la passion de ma grand-mère. Et ce que j'ai découvert m'a terrifiée. Des équipements vétustes, des employés démotivés, des objectifs irréalistes, des détournements de fonds maquillés en restructuration. C'était comme si Théo avait transformé cet endroit en une machine à broyer les gens. Aucune de ces décisions ne semblait avoir été prise avec empathie. C'est là que j'ai compris. Mon père ne me trouvait pas faible par hasard. Pour lui, prendre soin des autres était une perte de temps. La compassion, synonyme de faiblesse. Mais moi, je savais que je pouvais changer les choses. Seulement pour ça, j'allais devoir affronter les fantômes laissés par Théo, y compris lui-même. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et que cette histoire vous rappelle quelque chose que vous avez vécu, peut-être est-il temps de rejoindre cette communauté. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer la suite de ce parcours et partagez dans les commentaires. Avez-vous déjà été traité comme invisible par ceux qui auraient dû vous protéger? Avez-vous dû vous battre pour prouver votre valeur dans votre propre maison? Racontez-moi. Je lis tout. Et qui sait, votre histoire pourrait aider quelqu'un qui traverse la même chose. À la fin de cette première semaine, j'avais vu assez pour comprendre l'ampleur du désastre dans lequel l'entreprise était plongée. Mais les rapports ne montraient que la moitié de la vérité. Le véritable gouffre, c'était les gens. Les absences déguisées en licenciements justifiés. Les sourires automatiques. Les conversations qui s'arrêtaient dès que j'entrais dans une pièce. Et surtout, l'absence de sens. Plus personne ne savait pourquoi il faisait ce qu'il faisait. On aurait dit qu'il se contentait de pousser les jours, de survivre à chaque réunion, à chaque coupe budgétaire, à chaque changement de direction. J'ai parlé avec plus de 20 employés au début, et la phrase que j'ai le plus entendue était « On fait ce qu'on nous dit et on espère ne pas être le prochain ». Ça me faisait mal. Parce que je savais que ma grand-mère n'aurait jamais laissé Biogran devenir ça. Ce qu'elle avait construit était né d'une volonté de créer des solutions accessibles dans la santé, pas de bâtir des empires de contrôle. Mais Théo avait tout transformé en une scène pour nourrir son propre ego. Le fonds de recherche était gelé, les partenariats sociaux avaient été arrêtés sans explication, et une grande partie des profits étaient redirigés vers des consultances externes,
que personne ne pouvait justifier ou faisait semblant de ne pas savoir. Un vendredi après-midi, j'étais en train de vérifier des documents dans mon nouveau bureau quand Théo est entré sans frapper. Il a jeté un dossier sur la table et a croisé les bras. « Puisque tu veux tellement tout diriger, voyons si tu peux te sortir de ça », a-t-il dit. J'ai ouvert le dossier. À l'intérieur, il y avait des captures d'écran d'email, des photos de moi lors d'actions bénévoles, des messages anciens sortis de leur contexte, et un brouillon de plainte m'accusant de détournement de dons. J'ai pris une grande inspiration et j'ai levé les yeux vers lui. « Tu penses vraiment que ça va marcher ?» Il a souri. « La presse a déjà tout. Lundi, tu seras dans tous les journaux comme l'héritière fraudeuse. Et même si tu prouves que c'est faux, ça prendra du temps. Assez pour détruire ta réputation. Et pourquoi tu fais ça ?» ai-je demandé en essayant de rester calme. « Parce que tu m'as volé ce qui m'appartenait. » J'ai refermé le dossier doucement. « Je n'ai rien volé, Théo. Mamie m'a donné ça parce qu'elle savait que je n'utiliserais pas l'entreprise pour moi. Toi, tu l'as vidé de l'intérieur. » Il s'est dirigé vers la porte, mais avant de sortir, il a lancé « Tu ne tiendras pas 3 mois. Tu supplieras pour partir. » Je suis restée là, immobile, l'estomac noué. Et pour la première fois depuis des années, j'ai pensé que mon père avait peut-être raison. Peut-être que je n'étais pas assez forte. Cette nuit-là, je suis rentrée chez moi, la tête en vrac. Je n'ai pas dormi. Le lendemain, mon nom était déjà dans les journaux locaux. La nouvelle directrice de Biogran soupçonnée de fraude dans des projets sociaux. L'article n'accusait pas directement, mais laissait planer toutes les insinuations possibles. Les commentaires étaient remplis de gens qui se demandaient si c'était vrai, si j'avais détourné de l'argent, si j'étais juste une opportuniste. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Email d'investisseurs, messages d'amis, questions de journalistes. Ce qui me faisait mal, ce n'était pas leur doute, c'était celui qui naissait en moi. Et si je n'avais pas la carrure pour tout ça, et s'ils avaient raison, et que j'étais juste une idéaliste essayant de sauver un monde qui avait déjà choisi de fonctionner autrement. J'ai passé tout le dimanche au bureau. J'ai éteint les lumières, baissé les stores, je me suis assise sur le canapé et j'ai pleuré. Pas un gros sanglot, mais ce genre de larmes silencieuses que seuls ceux qui ont atteint leurs limites connaissent. Celles qu'on ne retient pas, parce qu'on n'en peut plus. J'ai pleuré pour moi, pour ma grand-mère, pour tout ce que j'avais essayé de construire avec dignité, et pour avoir été écrasée avant même d'avoir commencé. C'est dans cet état que la porte s'est ouverte doucement. C'était Rosa, la femme de ménage. Celle que j'avais saluée quelquefois dans les couloirs, qui me rendait toujours un sourire sans hâte. Elle est entrée avec une tasse à la main. J'ai vu que la lumière était allumée. J'ai pensé que vous auriez peut-être envie d'un café. J'ai essayé de cacher mes yeux rougis, mais elle a fait comme si de rien n'était. Elle s'est assise en face de moi, sans rien dire pendant un moment. Puis elle m'a regardée et a dit « Quand le père de Théo dirigeait encore ici, personne ne pleurait dans le bureau de la direction. Mais pas parce que tout allait bien, parce que ça ne servait à rien. Maintenant, quelqu'un pleure ici, ça en dit long. » J'ai pris une grande inspiration, essayant de me ressaisir. « Vous savez ce qu'il a fait, n'est-ce pas ?» ai-je demandé. Elle a hoché la tête. « Je sais plus de choses que vous ne l'imaginez. Je suis ici depuis 26 ans. J'ai vu cette entreprise être bâtie avec une âme. Et j'ai vu quand elle l'a perdue. Mais vous avez encore le temps de la récupérer. À condition de ne pas oublier que ce qu'ils appellent votre faiblesse, c'est ce qui vous a mené jusqu'ici. » J'ai fermé les yeux. Pour la première fois depuis le début, je ne me suis pas sentie seule. Le lendemain matin, je ne suis pas allée directement dans mon bureau. J'ai demandé à Maître Lemoine de réunir le service juridique et de convoquer une réunion avec le conseil d'administration. La presse continuait de s'agiter autour de cette fausse histoire, mais j'étais prête. Pendant la nuit, j'avais rassemblé des documents, des messages, des registres officiels. Et avec l'aide de Rosa, j'avais découvert quelque chose de plus grave. Une grande partie des fichiers utilisés pour m'accuser avaient été manipulés depuis le même ordinateur. Et devinez quoi? L'heure de modification correspondait à une connexion interne effectuée par un ancien stagiaire qui, par pure coïncidence, était un ami proche de Théo depuis l'université. On avait des preuves. Mais je savais que dans le monde des affaires, les preuves ne suffisent pas. Il faut du courage pour se lever face à ceux qui attendent votre chute. Et c'est ce que j'allais faire. Cet après-midi-là, je suis entrée dans la salle de réunion avec une clé USB dans une main et la lettre de ma grand-mère dans l'autre. Tous les membres du conseil étaient là. Certains me regardaient avec méfiance, d'autres avec curiosité. Théo, bien sûr, n'était pas là. Il devait déjà savoir que la vérité allait éclater. J'ai attendu que les murmures et les commentaires s'arrêtent, puis j'ai pris la parole. Si quelqu'un ici peut prouver que l'une des accusations publiées est fondée, je rends mon poste sur le champ. Sans protester, sans manœuvre. Le silence qui a suivi était lourd. Alors j'ai posé les documents originaux sur la table et branché la clé USB au projecteur. Là, tout le monde a pu voir les logs d'accès au système, l'origine des fichiers falsifiés et, pour finir, la vidéo de la caméra de sécurité du service informatique. On y voyait clairement l'ancien stagiaire accéder au système en pleine nuit, transférer des fichiers sur une clé USB. La date? 2 jours avant que la plainte ne paraisse dans la presse. La réaction a été immédiate. Un des membres du conseil, M. Marchand, a secoué la tête lentement. « Je crois que nous avons tous quelque chose à apprendre aujourd'hui.
mademoiselle Durand. Je suis restée debout. Ce n'était pas une question de vengeance. C'était une question de clarté. Après que la salle s'est vidée, je suis restée seule quelques minutes à regarder par la fenêtre. La ville continuait sa routine, indifférente à ce qui venait de se passer ici. Mais je savais que, dès cet instant, Biograne retrouvait une âme. Pas grâce à moi, mais parce qu'il fallait que quelqu'un se souvienne de ce qu'elle représentait. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai fait ce qui devait être fait. J'ai suspendu les contrats avec des fournisseurs douteux, rétabli les départements de recherche et d'aide sociale, réembauché des employés licenciés sans raison valable. L'un d'eux, un technicien de maintenance, avait signalé des mois plus tôt une faille dans le système de refroidissement des laboratoires. Au lieu de l'écouter, Théo l'avait viré. Quand il est revenu, il a pleuré devant moi. Pas d'émotion, de soulagement. C'est de ça que je parlais. De prendre soin des gens, pas seulement des profits. Petit à petit, les murmures dans les couloirs se sont transformés en conversations ouvertes. Les regards méfiants ont laissé place à des salutations sincères. Et même ceux qui doutèrent de moi ont commencé à comprendre que je n'étais pas là par vanité. J'étais là parce que j'y croyais. Mais bien sûr, tout le monde ne me soutenait pas. Théo restait silencieux, éloigné de l'entreprise, mais actif dans l'ombre. Il essayait de convaincre des actionnaires de reprendre le contrôle, répandait que j'étais inexpérimentée, que je transformais Biograne en ONG, mais les chiffres ont commencé à le contredire. La production repartait, les clients revenaient, et l'entreprise a été mise en avant dans un article louant notre nouveau projet de diagnostic gratuit dans les zones rurales. C'est là que j'ai réalisé que ma grand-mère avait toujours su. Elle ne m'avait pas donné du pouvoir. Elle m'avait donné une mission. Et je l'honorais. C'était un mercredi gris quand Théo est revenu. Sans prévenir, sans invitation, il est entré par la réception avec son vieux blazer gris, celui qu'il portait quand il voulait encore passer pour quelqu'un d'accessible. J'étais dans le nouveau laboratoire, en train de superviser la première série de tests sur un équipement qu'on avait restauré grâce à un partenariat avec une université de Lyon. Quand on m'a dit qu'il était là, mon premier réflexe a été d'ignorer, mais quelque chose me disait qu'il n'était pas venu pour discuter. Je suis allée dans la petite salle de réunion où il attendait, debout, bras croisés, l'air contenu, mais les yeux brûlants. Quand je suis entrée, il m'a regardée comme si j'étais toujours une intruse. « Tu es en train de détruire ce qui a pris des années à construire », a-t-il dit. J'ai pris une grande inspiration. « Si tu appelles ça construire, Théo, alors on a grandi dans des mondes différents. » Il a ricané. « Tu n'as aucune idée de ce que tu fais. Cette entreprise, c'était mon avenir. »« Non, Théo, » ai-je répondu fermement. Cette entreprise appartenait à notre famille. C'était l'héritage de mamie. Tu en as fait un champ de bataille personnel. Il a fait un pas vers moi. Et toi, tu joues les sauveuses maintenant? Tu crois que tu vas tout réparer avec de belles paroles et un sourire? Le monde ne fonctionne pas comme ça, Océane. Pas avec de bonnes intentions. J'ai senti ma poitrine se serrer, mais je n'ai pas détourné le regard. Je n'essaie pas de sauver qui que ce soit, Théo. J'essaie juste de réparer ce que vous avez cassé. Pas par la force, mais par la vérité. Pas par le chantage, mais par le respect. Il a passé ses mains dans ses cheveux, agité. Tu ne comprends pas, j'ai toujours été dans l'ombre. Toujours. Quand tu es partie, tout le monde pensait que j'allais briller. Mais même absente, tu restais la préférée de mamie. Elle ne parlait que de toi. Je suis restée silencieuse. Ça faisait mal. Pas parce qu'il avait raison, mais parce que j'ai enfin compris. Théo ne voulait pas seulement le pouvoir. Il voulait être aimé, être vu. Mais il avait choisi le mauvais chemin pour y arriver. Elle parlait de moi parce que j'étais la seule à écouter. Toi, tu étais trop occupée à vouloir impressionner papa, ai-je dit doucement. Elle t'aimait aussi, Théo. Mais tu n'as jamais pris le temps d'entendre ce qu'elle disait vraiment. Il s'est tu. Pendant quelques secondes, le silence entre nous n'était plus de la colère, mais de l'épuisement. « Et maintenant ?» a-t-il demandé, sans ironie. « Qu'est-ce que tu vas faire de moi? Rien ?» ai-je répondu. « La vérité a déjà fait ce qu'elle devait faire. Je ne vais pas te poursuivre. Mais tu n'as plus ta place ici. Pas tant que tu n'auras pas compris ce que tu as causé. » Il a reculé d'un pas, déglutissant. « Tu as gagné. Non, Théo. Je ne voulais pas te battre. Je voulais sauver ce qui nous restait. » Il est parti sans rien ajouter. Mais la manière dont il a fermé la porte en disait long. Il ne reviendrait pas. Et pourtant, je n'ai pas ressenti de soulagement. J'ai ressenti du deuil. Ce soir-là, je suis allée chez mon père. Ça faisait des semaines qu'on ne s'était pas parlé. Il ne m'avait pas contacté après la réunion du conseil, ni après la chute de Théo. J'ai sonné sans savoir à quoi m'attendre. Il a ouvert la porte avec la même expression dure qu'il avait toujours, mais il semblait plus petit. Pas physiquement, dans son regard, un regard fatigué. « Océane !» a-t-il dit, la voix plus basse que dans mes souvenirs. « Je suis juste venue. Je crois que j'avais besoin d'entendre certaines choses de ta bouche. » ai-je répondu. Il m'a laissé entrer, et on s'est assis dans le salon, moi sur le canapé, lui dans le fauteuil en cuir qu'il avait hérité de son père. « Tu n'es pas venu, » ai-je dit, même quand mon nom a été traîné dans la boue. Je savais que c'était faux, a-t-il répondu, direct. « Et pourtant, tu n'as rien dit ?» ai-je insisté. Il a soupiré. « Je pensais que c'était ton épreuve, que tu devais traverser ça. » Je l'ai regardé, indigné. « Ce n'est pas de l'éducation, papa. C'est de l'abandon. » Il a hoché la tête lentement. « Peut-être que je croyais que si tu tombais,
tu comprendrais comment le monde fonctionne vraiment. Et si je ne tombais pas, ai-je demandé. Il a hésité. Alors, j'aurais été fière. Silence. Elle croyait en toi, ta grand-mère, a-t-il repris. Je pensais que c'était de l'entêtement. Mais maintenant, je ne sais plus. Elle croyait en moi parce qu'elle me connaissait, ai-je répondu. Toi, tu n'as jamais essayé. Tu m'as juste comparé à Théo. Et à toi. Il a passé une main sur son visage, comme s'il avait honte. Je n'ai jamais su comment m'y prendre avec toi. Tu ne me craignais pas. Et ça me déstabilisait. Je me suis levée, j'ai pris la photo de mamie sur l'étagère et je la lui ai montrée. Elle croyait en ce que tu appelais ma faiblesse. Il n'a rien dit, mais j'ai vu ses yeux s'embuer. Pas besoin de t'excuser, papa, ai-je dit avant de partir. Et c'est juste de faire mieux à partir de maintenant. Il a hoché la tête, sans voix. Sur le chemin du retour, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas connu depuis des années. De la légèreté. Je n'avais pas gagné une bataille, j'avais clos un cycle. Et peut-être, juste peut-être, était-il temps d'en commencer un nouveau. Mais pour ça, il restait une chose importante à faire, quelque chose que ma grand-mère aurait fait sans hésiter. Le lundi suivant, je suis arrivée tôt à Biograne. Le ciel était encore gris, mais quelque chose en moi avait changé. Pour la première fois, j'ai franchi les portes de ce bâtiment, sans le poids de devoir prouver quoi que ce soit. Je savais qui j'étais. Et je savais ce qu'il fallait faire. Je suis montée dans mon bureau, j'ai posé mon sac sur la table et j'ai demandé à Rosa de me rejoindre avec un café. Mais cette fois, ce n'était pas pour moi. Quand elle est entrée, je lui ai tendu un dossier marron avec un sourire discret. Voici la liste de tous les employés licenciés ces 3 dernières années pour réduction budgétaire, basse performance ou incompatibilité. Je veux qu'on contacte chacun d'eux, un par un, et qu'on envoie cette lettre. Elle a ouvert le dossier, a lu le premier paragraphe de la lettre et m'a regardé, les yeux humides. « Vous êtes sûre ?» a-t-elle demandé. « Certaine. Et... » Rosa, ceux qui accepteront de revenir n'auront rien à justifier, pas d'explication, pas de discours. Juste revenir et repartir de zéro. Dans les jours qui ont suivi, cette initiative a transformé l'atmosphère de l'entreprise. Certains anciens employés ont répondu le jour même. D'autres ont pris des semaines. Beaucoup ont été émus rien qu'en recevant la lettre. Des gens qui avaient quitté l'entreprise en se sentant humiliés, utilisés, jetables, avaient maintenant l'occasion d'être reconnus comme faisant partie de quelque chose de plus grand. L'un des premiers à revenir, Martin, un technicien du développement, avait été licencié pour avoir refusé de falsifier un rapport. Il est entré dans mon bureau, les yeux pleins de larmes, et a juste dit « Merci de nous avoir rappelé qu'on est plus que des fonctions. » Je n'ai pas pleuré devant lui. J'ai attendu qu'il parte. Mais à l'intérieur, c'était comme si un morceau de la dignité de l'entreprise retrouvait sa place. Peu à peu, les départements ont commencé à fonctionner avec plus d'harmonie. Les réunions ont cessé d'être des champs de tension pour devenir des espaces d'idées. J'ai laissé la porte de mon bureau ouverte en permanence. Et j'ai commencé à déjeuner dans la cuisine, pas dans la salle de direction. Au début, les gens trouvaient ça étrange. Mais avec le temps, ils ont compris que ce n'était pas un geste symbolique. C'était ma manière de montrer que le respect commence par les petites choses. On a aussi mis en place des sessions d'écoute avec des psychologues partenaires. Des bénévoles, pour la plupart. Des gens qui croyaient qu'une entreprise de biotechnologie pouvait aussi prendre soin de ceux qui étaient derrière les blouses, les tableaux, les expériences. On a lancé un nouveau projet avec des cliniques publiques à Marseille pour offrir des examens accessibles à ceux qui n'y avaient jamais eu droit. Et on a réactivé le fonds de recherche sociale, axé sur des solutions à bas coût pour les populations marginalisées. Biograne a commencé à être perçu différemment. Pas comme une entreprise gentille, mais comme une entreprise avec un but. Et un but, quand il est sincère, a plus de force que n'importe quelle stratégie de communication. Bien sûr, tout n'a pas été simple. On a essuyé des critiques, de la méfiance et même quelques menaces anonymes. Théo a disparu pendant un temps, mais un jour, j'ai reçu un message de lui, court. « Merci de ne pas m'avoir détruit. Je n'aurais pas fait pareil. » Je n'ai pas répondu, mais j'étais en paix avec ça. Parfois, on n'a pas besoin de gagner un débat. On a besoin de clore un cycle. Et celui-là, je n'y portais plus de rancune. Ma relation avec mon père a aussi évolué. On n'est pas devenus amis, mais de temps en temps, il passait. Il apportait une bouteille de vin, un vieux livre, un souvenir de mon enfance. Il ne s'excusait jamais, mais chaque geste disait « j'essaie ». Et parfois, essayer, c'est suffisant. Il est même venu à un événement de l'entreprise, il était resté dans un coin, silencieux, mais il m'a regardé comme s'il me voyait enfin comme quelqu'un qui n'avait pas besoin de son approbation pour exister. Et pour moi, c'était déjà une victoire. Quelques semaines plus tard, Rosa est arrivée dans mon bureau avec une enveloppe différente. « C'est un reçu », a-t-elle dit avec un sourire contenu. « 700 000 € donnés en votre nom à un refuge pour femmes à Grenoble. » J'ai ouvert l'enveloppe. C'était vrai. Sans signature, sans lettre, sans fanfare, mais j'ai su tout de suite, c'était lui, mon père. Cet homme qui disait qu'aider était une perte de temps. Celui qui m'avait traité de rêveuse inutile. Ce reçu, en réalité, était une confession silencieuse. Et peut-être sa manière de dire « Tu as gagné,
Mais tu as gagné sans écraser personne. La vie à Biograne s'est réorganisée. Les murs sont restés gris, les meubles toujours anciens, les ordinateurs pas toujours au top. Mais l'atmosphère était différente. Le respect circulait dans les couloirs. La dignité était de retour. Et au fond, c'est de ça dont j'étais le plus fière. Pas de la gestion, pas du pouvoir, pas des résultats financiers, mais d'avoir réussi tout ça sans cesser d'être moi, la petite fille de Madeleine, la fille qui n'a jamais crié, la femme qui croyait que la gentillesse n'est pas une faiblesse, c'est du courage. Près de 8 mois ont passé depuis ce dîner à Annecy. Et parfois, quand j'arrive tôt à l'entreprise et que je vois les lumières s'allumer une à une, je pense à ma grand-mère, à ce qu'elle aurait pensé de Biogrand aujourd'hui. Pas parfaite, pas grandiose, mais vivante, vraiment vivante. Parfois, j'entends encore ses conseils dans ma tête. Océane, parfois, la force ne fait pas de bruit. Elle reste juste debout. Je ne comprenais pas vraiment avant. Aujourd'hui, je comprends. Parce que ce n'est pas en criant que j'ai changé quoi que ce soit. Ce n'est pas en répondant par la haine, ni en essayant de prouver que j'étais meilleure qu'eux. C'est en continuant. Un pas à la fois. Une écoute à la fois. Une décision à la fois. Et ça a tout changé. L'autre jour, j'étais avec Monsieur Marchand, ce conseiller plus ancien. Il a bu son café lentement, m'a regardé par-dessus ses lunettes et a dit « Je vais être honnête, j'ai douté de vous. Je pensais que vous étiez une de ces leaders de réseaux sociaux. Tout dans le discours et peu dans l'action. Mais aujourd'hui, je vois, vous avez quelque chose de rare. Vous avez de la fermeté sans dureté. » J'ai souri en le remerciant, mais à l'intérieur, c'est la Océane ignorée pendant tant d'années qui souriait, celle qui a appris à ne pas hausser la voix, mais à tenir bon, celle qui n'a pas réclamé de place, mais qui a construit la sienne. On a reçu la visite d'un lycée technique de Bordeaux. Les élèves découvraient la recherche biomédicale et sont venus voir nos nouveaux projets. Une des filles, qui devait avoir 18 ans, m'a interpellée à la fin et m'a demandé « Comment vous êtes arrivée là ?» J'ai réfléchi un instant et j'ai répondu « J'y suis arrivée parce que je n'ai jamais cessé d'être moi. » Même quand on a essayé de me convaincre du contraire. Elle a souri et a noté dans son carnet. Et à ce moment-là, j'ai su qu'une graine avait été plantée. Pas seulement en elle, mais dans tout ce qui nous entourait. Théo m'a écrit une deuxième fois. Une longue lettre cette fois. Pas d'excuses, mais des souvenirs d'enfance. Il m'a raconté qu'il faisait une thérapie, qu'il avait déménagé dans une ville plus petite, qu'il travaillait dans une start-up de technologie médicale. Il disait qu'il essayait de comprendre ce qui le motivait vraiment. Je n'ai pas répondu, mais j'ai gardé la lettre. Certaines choses n'ont pas besoin de réponse immédiate. Juste de présence, juste de temps. Et peut-être qu'un jour, on se retrouvera, sans rancune, sans passer encombrant nos mots. Quant à mon père, il reste lui. Mais quelque chose a changé. Il parle toujours peu, préfère encore contrôler ses émotions plutôt que les montrer. Mais parfois, il vient, il m'apporte un livre, un journal, un dessert de mon enfance. L'autre jour, il m'a laissé une photo de moi, petite, avec une phrase écrite à la main au dos « Tu as toujours été plus grande que tu ne le pensais ». C'était la première fois qu'il écrivait quelque chose comme ça. Pas de grand discours, juste ce geste. Et pour moi, c'était assez. Aujourd'hui, Biogrand n'est pas l'entreprise qui gagne le plus, ni celle qui a le plus de prestige. Mais c'est une entreprise qui a rendu leur dignité aux gens, qui traite chaque employé avec le respect qu'il mérite, du stagiaire à la direction, qui fait de la place pour les mères avec de jeunes enfants, pour les jeunes en formation, pour les anciens qui ont encore tant à transmettre. Et vous savez ce qui est le plus beau? C'est de voir que les gens ont commencé à emporter ça ailleurs. Ils écoutent plus, ils prennent soin davantage, ils parlent avec plus de douceur. Et tout ça a commencé parce qu'un jour, quelqu'un a décidé de ne pas répondre par la haine. Peut-être que votre histoire est différente. Peut-être que vous n'avez jamais vécu ça. Ou peut-être que si. Peut-être que vous aussi, on vous a mis de côté alors qu'on aurait dû vous accueillir. Peut-être qu'on vous a réduit au silence dans votre propre maison. Ou qu'on a douté de vous dans votre travail. Si c'est votre cas, je veux vous dire une chose. Avec tout le calme du monde, vous n'avez pas besoin de devenir comme ceux qui vous ont blessé pour être fort. Vous n'avez pas besoin de crier pour être entendu. Vous n'avez pas besoin d'écraser qui que ce soit pour vous relever. Votre vérité, quand elle est solide, trouve son chemin. Et si, comme moi, vous croyez que le respect, l'empathie et le courage peuvent changer des destins, alors vous faites déjà partie de tout ça. Bienvenue. Cette histoire s'arrête ici. Mais ce qu'on en fait commence maintenant.